Allez, on va commencer. Les retardataires nous rejoindront. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bruno Vinci, je suis ingénieur conseil à la CARSAT et nous allons animer ce webinaire avec mes collègues Ronan Malgoire, Martine Goliro, Michel Cunac, et nous avons en coulisses Nadine Quebel qui nous aide énormément pour que tout cela fonctionne. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Nous allons vous présenter aujourd'hui les principales subventions prévention, pas toutes, simplement les plus importantes, celles qui sont nationales. Et nous laisserons normalement, si on y arrive, si je ne suis pas trop bavard, nous vous laisserons quelques minutes à la fin pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous invite à les poser sur le chat. Nous en sélectionnerons quelques-unes qui concernent le maximum de personnes et nous y répondrons en direct. Pour les autres, nous avons vos coordonnées, donc nous vous répondrons directement et personnellement à ces questions. Voilà, donc bienvenue à tous. D'abord, quelques généralités. C'est moi qui ai en charge de vous présenter ces quelques généralités. De quoi s'agit-il? On va vous parler de ces subventions prévention. Donc, vous rappelez de quoi il s'agit. C'est un outil parmi tant d'autres qui est à notre disposition pour accompagner et inciter les entreprises à mettre en place des mesures de prévention. Juste vous rappeler qu'elles sont très ciblées, que tout le monde ne peut pas en bénéficier, et que derrière chaque projet d'investissement, il n'y a pas une subvention. De quoi s'agit-il? Tout d'abord, ce sont des outils qui sont accolés en règle générale à des programmes de prévention, donc à des priorités de prévention, et qui sont à destination des plus petites entreprises, donc de 1 à 49. Un salarié, je le dis parce que cette question nous est souvent posée, ça peut être également, par exemple, un apprenti. Il faut bien entendu cotiser au régime général et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces subventions, c'est une partie des cotisations qu'on reverse, une faible partie, donc il faut être à jour de ces cotisations. Il faut être en règle de quelques points, il faut avoir fait son document unique, on peut vous le demander si nécessaire. Il faut que les salariés, les instances représentatives, lorsqu'elles existent pour les entreprises d'une taille un petit peu supérieure, soient informés. Et également, il faut adhérer à un service de santé au travail, ce qu'on appelle le service de santé et de prévention au travail. C'est vrai qu'on a un peu quelquefois tendance à oublier de le faire lorsqu'on embauche son premier salarié. Les demandes sont à faire, bien entendu, chez nous, à la CARSAT Midi-Pyrénées, pour les établissements qui sont en Midi-Pyrénées. Les demandes sont faites par entreprise, mais elles sont faites à l'endroit où est l'établissement. Si vous avez des établissements dans d'autres CARSAT, tout ça est coordonné, mais il faut faire une demande dans chaque CARSAT. Attention, et ça c'est le point le plus important, la plupart des subventions, sauf une TMS Pro dont vous parlera mon collègue tout à l'heure, financent des équipements ou des prestations qui sont clairement définies dans un cahier des charges, ce qu'on appelle les conditions générales. Il faut le lire. Donc, c'est ce qui est écrit dans ce cahier des charges que l'on finance. Rien d'autre, juste ce qui est écrit et avec les conditions qui sont écrites. Quelquefois, c'est un peu fastidieux, mais vous êtes là, vous également, pour accompagner les petites entreprises dans ce travail peut-être de, on va dire, de lecture de ces cahiers des charges. Donc, la première chose à faire, bien lire ces cahiers des charges. Les équipements doivent toujours être neufs. On ne finance pas d'occasion. C'est une règle à l'assurance maladie risque professionnel. Pas de leasing, pas de crédit bail, ça doit appartenir à l'entreprise à la fin de la subvention. Quand on dit à l'entreprise, c'est bien l'entreprise qui bénéficie de la subvention, pas une autre entreprise du même groupe, hein, mais l'entreprise qui bénéficie de la subvention. Tout doit être commandé, livré, facturé pendant la période de validité de la subvention. Elles ont une période définie, ces subventions. Quelquefois, elles se terminent. Il y en a une qu'on va vous présenter tout à l'heure qui a une fin proche. Mais pour les autres, voilà. Donc, l'idée également, les dates. Pas avant, pas après. Quelquefois un peu avant, mais pas tout, jamais après. Elles ne doivent pas, tous les équipements financiers n'ont pas à être revendus. C'est fait pour protéger les salariés de l'entreprise, de l'employeur, donc ça n'a pas à être revendu.
Et depuis cette année, il y a une nouvelle règle qui n'était pas celle-ci l'année dernière. Jusqu'à maintenant, on vous expliquait, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu, qu'il ne fallait pas dépasser 70% de financement public. Aujourd'hui, on a changé la règle. La règle, elle est simple, pas d'autres financements publics. Pas de financement de la région, pas de crédit d'impôt, pas de financement par un organisme collecteur de formation professionnelle. Les subventions doivent représenter un certain montant. Il y a un travail de traitement malgré tout, donc le minimum de subvention est en règle générale est toujours de 1 000 €. Le plafond de chaque subvention est à 25 000 €, ce qui est déjà un montant relativement important. L'entreprise, l'employeur, sur une période de 2023-2027, un mot qui nous appartient, qui est la COGE, donc c'est le contrat qu'on passe avec l'État, ne peut pas bénéficier de plus de 3 subventions avec un montant limité à 75 000 €. Pour une TPE, c'est vraiment beaucoup. Ce sont des sommes très, très substantielles. Il ne faut pas avoir bénéficié non plus de ce qu'on appelle un contrat de prévention. Et également, il ne faut pas être sous le coup de ce qu'on appelle une injonction chez nous, une cotisation supplémentaire, qui est une autre incitation financière dont on peut aussi bénéficier, mais celle-ci, ce n'est pas la peine de la demander, c'est nous qui vous la proposerons. Juste un détail, parce qu'on nous le demande encore, le Covid a beaucoup fait pour la simplification. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Plus besoin d'envoyer en 15 exemplaires et en recommander avec accusé de réception. Tout se fait sur Net Entreprise, c'est relativement facile. Sinon, nous sommes là pour vous aider et vous êtes aussi là pour aider les employeurs. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je passe la main à mon collègue Ronan qui va vous parler de cette subvention qui concerne tout le monde, qui est TMS Diagnostic et également TMS Formation. Bonjour, donc Ronan Malgoire, et je suis en charge de l'instruction des demandes de subvention, prévention diagnostique et TMS Action, et accessoirement chargé du programme TMS Pro pour la région Midi-Pyrénées. Donc il y a deux aides concernant les TMS. La première, c'est diagnostic. Diagnostic qui permet de financer 70% du montant des prestations. Les montants des prestations, c'est soit une formation de l'animateur de la démarche de prévention des TMS en interne avec un cahier des charges qui est défini par l'INRS et avec tout un ensemble d'informations sur l'habilitation des organismes de formation qui est disponible sur le site de l'INRS. Et surtout, la prestation ergonomique pour la réalisation d'un diagnostic de prévention. Alors, c'est une question que je suis amené à aborder régulièrement avec les différents services de prévention de santé au travail et qui est une question clé. C'est le diagnostic sur lequel va s'appuyer le plan d'action au pluriel. Donc pour que le diagnostic soit pris en compte, il doit être conforme à la démarche de ED 860 de l'INRS, avec tout un ensemble de points qui permettent de faciliter le transfert du diagnostic vers un plan d'action qui soit véritablement adapté à l'entreprise. Donc, il doit présenter impérativement 5 points clés et pour info, pour mémoire ou pour rappel, le diagnostic peut être réalisé par, bon, d'abord, avant tout un ergonome, mais un IPRP aussi, sous réserve que cet IPRP dispose de l'accréditation de son service de santé au travail. Et dans le cas où il serait extérieur à un service de santé au travail, il y a tout un ensemble de choses qui sont prévues et qui sont rappelées dans les conditions générales d'attribution des différentes aides. Donc, on passe en revue les 5 points rapidement. Le contexte de l'entreprise et sa situation en matière de TMP, notamment les TMS, les plaintes, par exemple, l'engagement de l'entreprise, donc tout un ensemble de choses prérequises, les raisons motivant véritablement la réalisation du diagnostic, la méthodologie avec l'association des IRP quand ils existent, et des salariés bien sûr, le descriptif précis. Alors ça veut dire quoi précis? Quantifié, chiffré, objectivé, avec illustration, des photos de l'activité réalisée et les contraintes physiques organisationnelles associées. Un plan d'action hiérarchisé. Alors les actions, il y en a forcément plusieurs, il n'y en a pas qu'une, c'est pas un seul investissement qui va résoudre la situation, sinon ce serait
connu et miraculeux. Donc, il y a des aspects formation, de solutions techniques et de mesures organisationnelles dont le plan d'action doit rendre compte. Il y a quelque chose qui n'est pas souvent décrit, c'est la mise en évidence des impacts de la solution préconisée sur les situations de travail en cohérence avec le diagnostic. Par exemple, quand on achète une nouvelle machine, la nouvelle machine, elle a un encombrement, elle a des caractéristiques de fonctionnement, d'alimentation, de sortie, de nettoyage, et qui ne sont pas toujours prises en compte, et qui peuvent générer d'autres risques, et qui peuvent éventuellement aggraver la situation. Donc, quelques considérations. Le diagnostic, il doit repartir du besoin. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais il n'est pas là pour justifier le matériel déjà choisi, déjà peut-être acheté d'ailleurs. Donc, on doit repartir du besoin. Le plan d'action, c'est une démarche globale de prévention avec les volets techniques, humains, organisationnels. Donc, il y a forcément plusieurs lignes. S'il n'y a qu'une seule ligne, eh ben, ce n'est pas quelque chose qui va être pris en considération. C'est-à-dire que la demande sera refusée. Le diagnostic, il est repris dans le plan d'action avec identification des priorités. Donc, c'est un plan hiérarchisé. On peut concevoir que tout ne va pas être mis en place en même temps, mais en tout cas, tout doit être prévu, en tout cas mis en évidence. Et je reviens sur les conséquences, impact, nécessité. Donc, l'organisation, les risques induits, les règles d'implantation, des solutions préconisées doivent être identifiées. C'est pas juste, je justifie un investissement et cet investissement répond par miracle à toutes les nécessités et à tous les risques présents. Donc, une fois que le diagnostic a été réalisé, il est traduit en plan d'action, au pluriel. Et les équipements devront impérativement être commandés après la réalisation du diagnostic approfondi. Il arrive que le diagnostic soit le 1er mars et que l'équipement ait été commandé le 1er février, le 1er janvier, et ça pose des problèmes. Ensuite, il faut que les investissements envisagés conduisent à la réduction des contraintes physiques, des situations de travail. Le risque de TMS, et en particulier lors des manutentions manuelles de charge, d'efforts répétitifs, de postures contraignantes. Il faut aussi savoir que c'est une subvention qui vise à une démarche globale de prévention. Ce n'est pas une subvention qui vise tel ou tel investissement, comme ça a pu être le cas par le passé avec Cuisine Plus, avec Garage Plus, etc., où là, il y avait une liste positive d'équipements. Là, on est dans un cas de figure où un même investissement en matériel peut être accepté dans certains cas et refusé dans d'autres. Pourquoi? Parce que dans certains cas, il répond à une demande et à un besoin de réduction des TMS. Dans d'autres cas, il y répond moins parce que le diagnostic met en évidence un certain nombre de priorités et que cet équipement-là ne fait pas partie des priorités. En plus, c'est la question du document unique, donc de l'évaluation des risques au sein d'une entreprise, auquel cas, par définition, le document est unique et le risque est bien identifié et un investissement pourra, dans un cas, y répondre, dans d'autres cas, non. Ensuite, la caisse régionale se réserve le droit de ne pas accorder de subvention pour un équipement. Et c'est le cas de matériels qui ne répondent pas à une démarche de prévention des TMS, qui sont des démarches purement productives, dont on voit difficilement en quoi elle peut répondre à une démarche de réduction des TMS, puisqu'elle n'agit pas véritablement sur les conditions de travail, ou qui occasionnent d'autres risques induits pour les salariés utilisateurs. Donc là, je vous ai présenté globalement les conditions générales. Ce qu'il faut en retenir, c'est que, bah oui, un investissement retenu à un endroit ne le sera pas forcément dans un autre, puisqu'il ne correspond pas forcément à une démarche globale de prévention avec les aspects techniques, organisationnels, humains. Le côté formation est un point important qu'il faut vraiment mettre en évidence et qui fait que parfois certaines demandes ne seront pas prises en compte parce qu'il manque cet aspect-là. Donc voilà en résumé, et maintenant je vous transmets entre les bonnes mains de Martine Gauliero pour la subvention prévention risque chimique. Merci. Bonjour, Martine Gauliero. Subvention. Je suis en charge des subventions risques chimiques à la CARSAT. Donc, je vais vous présenter 4 dispositifs de subvention qui concernent le risque chimique. La première, ça concerne le captage des fumées diesel.
sachant que les émissions de moteurs diesel, donc c'est EMD, représentent les expositions les plus fréquentes, où on a près de 800 000 salariés qui sont exposés en France. On sait que le captage à la source des émissions est la solution de prévention la plus efficace par rapport à une ventilation générale, à des ouvertures, une porte et fenêtre ou un masque de protection individuelle. On a ciblé les centres de contrôle technique avec, où on sait que les mesures de l'opacité des fumées et un enchaînement de cycles accélération-décélération qui sont fortement générateurs d'émissions de fumée, ou alors les garages qui ont aussi des opérations avec les moteurs tournants. Donc, la subvention permet de financer des installations de captage et des équipements, ainsi que la vérification des performances aéroliques et acoustiques. On finance donc l'acquisition ou la rénovation d'un système d'extraction de gaz avec des capteurs adaptés à l'activité, soit des capteurs enveloppants ou des capteurs distants. On peut aussi financer le remplacement d'un extracteur ou d'un capteur d'extraction de gaz, des fumées d'échappement qui seraient existants. C'est valable pour les véhicules légers et pour les poids lourds. Pour les poids lourds, on a un dispositif supplémentaire qui est l'acquisition d'une cabine en surpression, donc uniquement pour les centres de contrôle technique poids lourds, pour la protection des salariés lors des phases polluantes du contrôle technique, où on a le conducteur qui est qui sera éloigné du véhicule dans la phase de mesure, par exemple de l'opacité des gaz d'échappement. Pour tous ces dispositifs, il y a un cahier des charges à respecter. Donc, le cahier des charges précise les débits, les filtres, tous les conditions qui font que la subvention que l'équipement va être efficace sont précisées dans le cahier des charges. Nous avons donc, voilà, cette diapo le reformalise. Donc des précisions sur les débits, donc véhicules, les débits sur les VL et sur les PL sont différents, de par les émissions qui sont différentes aussi. Donc on a, comme je vous ai dit, des capteurs qui peuvent être enveloppants par rapport au pot d'échappement ou distants, donc on a des débits qui vont être différents aussi. On impose des performances acoustiques qui sont inférieures à 75 décibels. On impose un rejet extérieur obligatoire et donc bien sûr, vous trouverez le cahier des charges des cabines en surpression des véhicules poids lourds. Tous les équipements sont finançables à 50% et la vérification des performances des équipements conformes au cahier des charges est aussi subventionnable et là, on a 70% de subvention qui est proposée. Je vais vous présenter maintenant la subvention captage peinture en menuiserie. Alors, je préfère le redire, mais cette subvention s'adresse exclusivement aux activités de peinture et de vernissage en menuiserie. Donc les garages n'y ont pas droit. On en reçoit, mais c'est écrit dans le titre de la subvention. Il s'agit bien d'activités en menuiserie. Donc, qu'est-ce qu'on finance? On finance l'achat d'équipements qui sont destinés au captage des vapeurs et des aérosols toxiques. Donc ça sera des box ou un laboratoire de préparation avec un captage localisé des vapeurs et des produits préparés, avec un rejet extérieur. On peut financer une cabine de peinture ou de vernissage, aussi avec un rejet extérieur. Une enceinte de séchage avec captage des vapeurs lors des opérations de séchage des peintures et vernis, avec un rejet extérieur. Et aussi, on finance un équipement de nettoyage automatique des outils. Donc, il faut qu'il soit fermé, ventilé, avec aussi rejet des polluants à l'extérieur lors de l'ouverture du dispositif. Donc, tous ces équipements ont un cahier des charges qui est adjoint aux conditions, d'attribution de la subvention.
je vais pas détailler les performances, mais donc vous avez toutes les informations sur le cahier des charges qui est disponible donc sur le site Amélie dans les conditions d'attribution de la subvention. Comme les autres subventions, la vérification des performances donc pour le captage des vapeurs et aérosols sera réalisée par un organisme agréé ou par une structure compétente et la métrologie qui confirme la conformité de l'installation par rapport au cahier des charges permettra le subventionnement de l'équipement. Je vais vous présenter maintenant la subvention captage des fumées de soudage. Donc, plusieurs équipements peuvent être financés ainsi que, toujours pareil, la vérification des performances aéroliques et acoustiques. Donc, nous avons le financement, nous proposons le financement de captage localisé, donc que ce soit des torches aspirantes, TIG, MIG ou MAG, des dossers aspirants, des gabarits aspirants, des bras aspirants, des tables aspirantes, des cabines, des enceintes pour le soudage robotisé, avec toujours un rejet extérieur, des groupes ou des réseaux aspirants, des réseaux ou des groupes aspirants avec rejet des fumées extérieures, des installations pour l'introduction mécanique de l'air réchauffé en période froide avec une compensation des débits extraits. On finance aussi des dispositifs d'aide à la manutention des équipements et de mise en place des pièces, donc des équilibreurs, des potences, des supports, des vidoirs, des vireurs, toujours en complément d'une installation de captage localisé, même si ça fait partie d'aide pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. On les finance, mais comme c'est une subvention risque chimique, en complément de captage localisé. Alors ces équipements sont parfois complexes à mettre en place. Pour cela, il y a un cahier des charges qui est très détaillé, qui vous permet de voir toutes les consignes en matière de vitesse d'air, au point d'émission ou des débits utiles selon les dispositifs. Et c'est important que les devis précisent que l'équipement soit bien conforme au cahier des charges. Et bien sûr, les mesures seront à réaliser soit par l'installateur, soit par un organisme agréé. Le fournisseur devra aussi fournir le dossier d'installation pour tous les équipements de ventilation qui permettront de faire les contrôles ultérieurs pour maintenir la pérennité de l'installation. La dernière subvention, c'est Risque Chimique Pro Équipement. Donc là, nous avons plusieurs équipements qui peuvent être financés grâce à cette subvention. Donc, soit des équipements avec captage des polluants. Donc, on a dans les dispositifs finançables une sorbonne de laboratoire avec rejet des polluants extérieurs, avec une compensation de l'air extrait. Donc là, vous avez à chaque fois les petites étoiles, c'est la présence de cahier des charges sur ces dispositifs. Donc là, la Sorbonne dispose d'un cahier des charges. Une armoire de sécurité ventilée et de stockage des produits chimiques avec rejet des polluants extérieurs, ou à défaut, là, on accepte un caisson de filtration. Là, il n'y a pas de cahier des charges. On finance aussi des équipements qui peuvent réduire les risques d'exposition. Donc, on finance des fontaines de dégraissage biologique ou fontaines lessivielles. Donc là, il y a un cahier des charges, mais ça ne sera absolument pas des fontaines qui utilisent des solvants. Donc ça, on les bannit. Les bacs de rétention peuvent être aussi finançables. On finance aussi, donc là, là, on était plus sur des produits chimiques. On finance des dispositifs de brumisation pour l'abattage des poussières, donc ça peut être pour la silice, parfois les poussières de bois. On finance aussi des aspirateurs de chantier de classe L, M ou H, avec un cahier des charges précis dans les conditions d'attribution de la subvention, qui permettent d'avoir toutes les consignes. Tous les aspirateurs ne sont évidemment pas, ne rentrent pas dans cette subvention. Donc, il faut vraiment lire les conditions pour être sûr que le dispositif sera bien finançable. Donc, tous ces équipements peuvent aussi présenter une subvention de 50% des sommes engagées, sous réserve qu'ils respectent le cahier des charges. Je vais le dire encore beaucoup. Donc, bien sûr,
on peut financer à 70% la vérification des performances des Sorbonnes de laboratoire par un organisme agréé ou une structure compétente. Et voilà, donc c'est important, enfin je l'ai dit souvent, mais les subventions sont conditionnées par le respect du cahier des charges, le respect des conditions d'attribution, donc des cahiers des charges et du respect des débits ou des vitesses d'air qui sont imposées pour chaque dispositif. Il faudra absolument avoir les valeurs pour pouvoir avoir la subvention. Donc on a le financement, 50% des équipements, 70% des performances aérauliques. Il ne faut pas hésiter à les demander. De toute façon, nous, on a besoin de tous les critères pour apprécier le respect des cahiers des charges. Voilà, j'ai fini avec les équipements qui concernent le risque chimique. Je vais repasser la parole à Bruno Vinci pour les subventions qui concernent le BTP. Je vous rassure, on s'est longuement entraîné pour le jeu de chaises musicales, mais on a une chaise chacun, personne ne perdra à la fin de la journée. Voilà, donc moi je vais vous parler maintenant des subventions d'une subvention qui s'appelle Top BTP, qui concerne exclusivement les salariés du BTP, donc ce qu'on appelle chez nous, enfin les employeurs du BTP, ce qu'on appelle chez nous le CTNB. Alors, je le précise parce que certains de ces équipements peuvent éventuellement également intéresser d'autres industries, comme par exemple des échafaudages roulants. Non, ici, on ne parle qu'aux entreprises du BTP et également aux constructeurs de maisons individuelles. Les constructeurs de maisons individuelles qui ne sont pas à proprement parler chez nous des entreprises du BTP, parce qu'elles ont pas de salariés souvent qui interviennent sur les chantiers. Elles sous-traitent, mais elles peuvent investir au bénéfice de leurs sous-traitants. Donc, un premier principe, il y a une liste. Cette liste, elle est exhaustive. À la différence, par exemple, de TMS Action, dont vous a parlé mon collègue, qui est une étude personnalisée de l'entreprise, là, il y a une liste. Pas la peine d'essayer de faire rentrer dans cette subvention ce qui n'est pas dans la liste. C'est un carré dans un rond, ça ne rentrera pas. Tous les matériels sont subventionnés à 50% et nous finançons également quelques formations, liste exhaustive également, à 70%. Attention, je le redis, le cahier des charges est très précis. Il faut le lire. Ce qui n'est pas dans la liste ou ce qui ne correspond pas au cahier des charges, ce n'est pas la peine de faire la demande de subvention. Je rejette souvent des demandes parce que voilà, et donc l'entreprise quelquefois fait une demande, 2 demandes, 3 demandes, finit par m'appeler en me disant ça marche pas. Donc incitez bien vos adhérents, les personnes, les employeurs avec qui vous travaillez à bien regarder, lisez le cahier des charges avec eux. Pour certains matériels, des formations sont demandées en prérequis. Mais par contre, elles ne sont pas prises en charge. Par exemple, pour les échafaudages, on demande une formation. Pour un engin, on demande un CACES. Mais ce n'est pas subventionnable. C'est-à-dire qu'on va dire que quelque part, en subventionnant le matériel, on considère qu'on subventionne aussi la formation. Un des best-sellers sur cette aide, c'est l'échafaudage. Et donc, la question qui revient systématiquement, c'est il faut une formation. Il faut une formation délivrée par un organisme habilité ou certains diplômes de l'éducation nationale. Et il faut, j'en profite pour passer un message, beaucoup de formations à la sécurité nécessitent quand même d'être mises à jour régulièrement. Là, en l'occurrence, on demande 5 ans. Voilà. Je fais un appel, je n'ai pas tout à fait vu la liste de tous les participants, mais il y a encore quelques départements sur lesquels on n'a pas d'organisme habilité. Il y a des départements où on en aura bientôt, mais par contre, voilà, je vous incite, organisations professionnelles, à faire ce que vous pouvez également pour inciter vos organismes de formation à s'habiliter. L'habilitation est gratuite et elle n'est pas si compliquée que ça. Les échafaudages doivent être complets. Ça paraît anecdotique, mais je reçois des devis où il manque des bouts. Et quelquefois, il manque des bouts qui servent à la sécurité. Mais on se dit qu'on peut s'en passer pour travailler. Donc attention, non, ils doivent être complets et à montage en sécurité et à 100% montage en sécurité. Attention également, dans le cahier des charges, certains équipements ne sont subventionnables qu'en option d'un autre équipement. Par exemple, la remorque de l'échafaudage n'est subventionnable que si on achète un échafaudage.
D'où le message à faire passer. Si vous voulez acheter un échafaudage, pensez à l'acheter maintenant, la remorque et pas l'année prochaine parce qu'elle ne sera pas subventionnée. Un détail important, on réclame la marque NF. Je vous ai mis extrait le logo, petit, qu'on connaît tous, hein, ce petit ovale bleu avec NF marqué en blanc. C'est l'AFNOR qui attribue la marque NF. La marque NF, elle est volontaire, c'est-à-dire qu'on demande à l'AFNOR, on paye l'AFNOR d'ailleurs, comme beaucoup de labels, et elle teste nos matériels et elle nous dit marque NF. Voilà. Alors marque NF, ça ne veut pas forcément dire matériel français, hein. Il y a des matériels espagnols, portugais ou ailleurs qui sont très bien et qui sont marqués NF, mais et marque NF, ça ne veut surtout pas dire conforme à la norme NF, parce que conforme à la norme NF, c'est le fabricant qui l'écrit avec sa petite main. Marque NF, c'est l'AFNOR qui le dit. Et attention, dites-le bien à vos adhérents, aux entreprises avec qui vous travaillez, ce n'est pas le fournisseur qui va vous dire si le matériel est éligible ou non. Et ce n'est pas parce qu'il a écrit sur le devis matériel éligible à la subvention qu'il faut forcément le croire. Je vois chaque jour des mentions matérielles éligibles pour du matériel qui n'est pas du tout éligible. Donc attention, lisez le cahier des charges. Donc c'est une liste exhaustive de matériel à 50%. Il y a une liste, on va la regarder très vite fait, mais surtout il y a quelques best-sellers. Alors les best-sellers, c'est les échafaudages. Je le rappelle, échafaudage de pied de marque NF, montage, démontage en sécurité. Nous ne finançons qu'un seul échafaudage. Voilà, donc un seul. Un échafaudage, c'est un échafaudage complet. Lorsque le devis me semble approximatif, je demande un plan. Donc voilà, dites bien, c'est un échafaudage complet. En option, une remorque ou un escalier d'accès. Et on demande une formation obligatoire par tranche de 10 salariés. Ce n'est pas beaucoup, hein, c'est simplement ce qu'on demande pour la subvention. Incitez vos adhérents à former tous les salariés qui sont concernés. Échafaudage roulant, c'est la même chose. Échafaudage roulant, c'est la même chose, sauf que là, ce sont 3 unités, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins chers. Il y a également une formation obligatoire. Là, on a encore plus de problèmes parce que sur les formations, sur les organismes habilités, on n'en a pas beaucoup, mais on commence à en avoir. Ensuite, toute une liste, protection de trémie, accès provisoire, passerelle d'accès, outils de chargement, etc. etc. C'est pas en 5 minutes que je vais vous les décrire. Il y a un cahier des charges. J'ai fait une diapo avec quelques photos pour que vous ayez une idée de à quoi ça peut ressembler. Des plateformes à maçonner, des pires ou des pirles. Alors les pires ou les pirles, vous savez ce que c'est? Ce sont ces escabeaux en sécurité, pour dire ça simplement. Mais de la même façon, il faut qu'elle soit marquée NF. Donc c'est une liste qui est jointe au cahier des charges. C'est une liste qui est mise à jour quotidiennement par l'AFNOR. Donc c'est sur cette liste qu'il faut aller voir ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Une plateforme élévatrice de personnes. Vous savez, ce sont les fameuses nacelles. Sauf que là, nous ne finançons pas les nacelles classiques parce que les nacelles classiques, aujourd'hui, elles existent, elles sont partout, c'est un matériel de production. On finance les très petites nacelles, 90 cm, c'est celles qui passent par une porte, qui permettent de travailler à l'intérieur et qui économisent le travail sur échelle qui est malheureusement souvent cause d'une sinistralité élevée. Plateforme d'accès au fond de fouille, etc., etc. On finance de l'électroportatif. Ça existait l'année dernière, c'est renouvelé, des perforateurs, des brise-béton. Attention, on ne finance pas des marteaux-piqueurs. On finance des engins qui ont des valeurs de vibration et de bruit inférieures à un certain seuil. Dites bien à vos adhérents, ce n'est pas un marteau-piqueur qu'on finance, c'est un marteau-piqueur qui a des qualités de prévention. Sachant qu'on utilise cet engin que quand on ne peut pas faire autrement et qu'on ne peut pas mécaniser. Mais voilà, on demandera systématiquement une notice technique du fournisseur avec les valeurs qui sont demandées. Télécommande. Alors, télécommande, il y a un petit raté dans cette subvention. On finance des engins télécommandés pour éviter les vibrations, mais uniquement lorsque la télécommande est en option. Ce n'est pas très courant sur le chantier, sur le marché, mais bon, peut-être qu'il faudra qu'on la fasse évoluer. Des blindages légers, ce sont les blindages, c'est la protection contre le risque d'éboulement des tranchées lorsqu'on fait des branchements, des coffrets et des bungalows. Les bungalows, c'est notre deuxième best-seller. Ça a beaucoup aidé à améliorer l'hygiène sur les chantiers. Attention, on finance que 2 types de bungalows, ceux qui sont sur roue et ceux qui sont sur berce. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi il s'agit. Ce sont des bungalows mobiles pour des chantiers de très faible durée.
Voilà quelques exemples de ce qu'on finance, les tours escaliers, les protections de trémies, le podium de lavage, les plateformes à maçonnerie, la petite plateforme élévatrice qui rentre dans une porte, les fameuses PEMP qui sont NF, PIRL qui sont NF. Voilà ce que c'est qu'un échafaudage à montage et démontage en sécurité. Vous avez le petit schéma qui vous explique à gauche comment on fait pour monter et démonter en sécurité. Les engins télécommandés, les petits blindages qui ne doivent pas sur les chantiers, à la différence de cette photographie qui est une photographie publicitaire, être manipulée par les enfants, hein. Je vous rappelle que c'est interdit de travailler des enfants. Et en dessous, vous avez les roulottes qui sont, enfin les roulottes ou les bungalows mobiles de chantier que nous finançons sur berce. C'est ce qu'on voit à droite là. C'est ce qu'on appelle aussi sur Ampirol. C'est simplement pour éviter qu'un salarié monte sur le toit pour accrocher et décrocher le matériel. Quelques formations spécifiques que l'on subventionne également. Formation accueil des nouveaux. Alors, on ne finance pas n'importe quel. Là, je suis très attentif à qui fait la formation, quel est le contenu de la formation. Mais par exemple, accueil des nouveaux, pour ceux du BTP, il y a l'OPP BTP qui fait une très belle formation accueil des nouveaux. Le travail en hauteur, ce sont des formations d'une journée qui sont réalisées par beaucoup d'organismes, mais moi, je ne finance que celles qui sont faites par nos organismes habilités. Et la coordination SPS, qui est une formation, elle, pour le coup, réglementaire, mais c'est la coordination SPS pour les constructeurs de maisons individuelles. Là, on finance à 70%. Attention, il ne faut pas qu'il y ait un cumul avec l'OPCO qui rembourse. Voilà. Donc voilà, les messages, ils sont simples, il y a une liste, et c'est cette liste. C'est une subvention qui fonctionne plutôt très, très bien. Je vais laisser la parole à mon collègue Michel Cunac qui va vous parler d'une subvention qui, elle, est régionale. Les 3 subventions dont on vous a parlé précédemment sont nationales. Celle-ci, elle ne concerne que Midi-Pyrénées. Je lui passe la parole. Merci à vous. Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Michel Cunac, j'ai en charge au service prévention le pôle expertise transverse où il y a à la fois le centre de mesures physiques et puis la cellule risques psychosociaux. Donc je vous présente la subvention Silence Plus. Donc c'est une subvention, comme vient de vous le dire Bruno, régionale que nous avons élaborée en appui de notre plan d'action régional sur la prévention des nuisances sonores qu'on déploie sur les 8 départements de la région depuis à peu près une dizaine d'années. Et la particularité, pour ceux qui y ont participé, qui sont peut-être en ligne, c'est que c'est une subvention qu'on avait co-construite avec des représentants des services de prévention et de santé au travail dès 2014 et qu'on avait remis à jour en 2018 et qui perdure avec leur concours. L'objectif de la subvention, bien sûr, c'est de réduire le risque d'exposition des salariés au bruit en accompagnant la mise en œuvre de solutions de prévention à la fois simples, efficaces et pérennes. Donc, le champ d'application, cela concerne tous les codes risques et tous les secteurs d'activité pour des entreprises, bien sûr, qui sont implantées sur la circonscription Midi-Pyrénées et qui sont affiliées au régime général. Alors, une particularité par rapport aux subventions nationales qui perdurent encore, c'est qu'on peut financer à partir d'un montant d'investissement de l'entreprise de 1 000 € hors taxe et qu'on a limité pour ce dispositif les possibilités de subvention à 2, c'est-à-dire que, bon, au maximum, on peut aller jusqu'à 25 000 €, mais on peut faire 2 demandes sur la durée de la période de mise en vigueur. On finance 2 types de prestations, l'acquisition de matériel et puis des prestations d'aménagement de locaux, des travaux. Alors, je vais commencer par les acquisitions de matériel. Je vais vous les lister sans entrer trop dans les détails. Vous aurez le document ensuite, mais vous avez notamment tout ce qu'on demande. Donc, on finance le remplacement de compresseurs bruyants par des compresseurs d'air insonorisés, c'est-à-dire qui ont un niveau d'émission inférieur à 73 décibels à hauteur de 40% avec un maximum de 5 000 €. Donc, vous avez des exemples d'évolution avant-après. Donc, c'est que du remplacement. Ce n'est pas une acquisition neuve sans remplacement. Et il faut nous fournir, bien sûr, un certificat de destruction de l'ancien matériel. On finance également un petit outil qui avait été développé par l'INRS, qui est l'outil de démontage des pneus en silence, qu'on appelle le DOSIL. Alors, à la fois pour les véhicules légers et les poids lourds, qu'on finance à hauteur de 70% avec un maximum de 1 000 €. C'est un appareil qui coûte environ une quarantaine d'euros à l'achat.
On finance également des silencieux d'échappement, que ce soit d'air comprimé ou des conduits de ventilation. Et le financement inclut l'étude, la fourniture et bien sûr la pose, parce que les silencieux, ça s'étudie. Hein. Donc, s'il y a une étude technique par un bureau d'études, il n'y a pas de souci, ça s'inclut. On finance à hauteur de 50% avec un montant maximum de 10 000 €. Alors là, vous avez l'exemple, par exemple, d'un silencieux d'échappement qui a été installé en sortie d'un extracteur d'air, hein, dans un système d'aspiration. Voilà, il n'était pas à l'extérieur. Et donc, pour limiter le niveau de bruit, vous voyez qu'on gagne facilement une vingtaine de décibels. On finance également des visseuses pneumatiques ou hydropneumatiques ou électriques sans choc et sans impact pour remplacer les clés à choc. Voilà, donc ça se finance à hauteur de 70% avec un montant maximum de 5 000 €. C'est environ le surcoût pour une visseuse pneumatique. Hein. Donc, vous avez les niveaux de bruit avant et après, là, dans un cas, dans une entreprise de la région hein, qu'on avait financé. Voilà, vous voyez le gain qui est quand même d'une quinzaine de décibels. On finance également sous condition des soufflettes silencieuses, c'est-à-dire que l'entreprise là doit s'engager, c'est-à-dire que si c'est dans un local où il y a des produits CMR, là, pas question de soufflettes silencieuses, on finance autre type de système, par exemple des pistolets aspirants, hein, ou un système à une boucle d'aspiration sur un réseau avec un système à effet Venturi, par exemple. Si ce sont des ateliers où il n'y a pas de produit CMR, il peut y avoir le financement de soufflettes silencieuses. Voilà, donc c'est à hauteur de 50% avec un montant maximum de 3 000 €. Et enfin, pour finir, en dehors de tous les équipements, de tous les matériels que je vous ai évoqués, on peut aussi financer l'acquisition de tout autre type de matériel neuf en remplacement de matériel bruyant existant, hein, à condition que soit le remplacement de cet équipement de travail permette un gain de 6 décibels, ou alors qu'on bascule sous le niveau des 80 décibels. Donc évidemment, on demande à l'entreprise un rapport de mesure avant, après, ou si on passe sous les 80 décibels, il faut une notice technique qui nous prouve qu'on est bien en dessous de 80 décibels. Alors, vous avez l'exemple, par exemple, de matériel d'espace vert qu'on a financé, hein, des matériels électriques en remplacement de moteurs techniques, d'appareils à moteur thermique. Donc, à hauteur de 40% avec un maximum à 10 000 €. Ensuite, en termes de prestations d'aménagement des locaux, donc, il y a la possibilité de financer l'encoffrement de machines bruyantes. Voilà, donc il faut que le gain soit un minimum de 12 décibels ou alors que l'encoffrement permette de passer sous la barre des 80 décibels. Donc là, pareil, il nous faut un rapport de mesure avant et après qu'on peut faire, nous, au niveau de la CARSAT. Ça a été le cas sur les dernières années. C'est nous qu'on les finançait, qu'on faisait les mesures. On finance à hauteur de 40% avec un montant maximal à hauteur de 25 000 €. Vous avez l'exemple de l'encoffrement d'un tonneau débavurage bleu, voilà, qu'on a encoffré dans du matériel que vous voyez. Alors, sur les 3 photos, à gauche, c'est fermé, et puis à droite, c'est entièrement ouvert. Voilà. On peut également financer des cabines insonorisées hein, pour le poste de travail d'un opérateur, bon, à condition, bien sûr, qu'à l'intérieur de la cabine, le salarié se trouve dans un niveau de bruit inférieur à 80 décibels, dans un environnement extérieur bruyant. Bien sûr que si l'environnement extérieur n'est pas bruyant, est à moins de 80 décibels, on ne va pas financer la cabine. Donc là, on finance à hauteur de 40% avec un montant maximum au plafond à 25 000 €. Vous avez l'exemple d'une cabine de pilotage d'une ligne de sciage en scierie qu'on avait financée dans l'Ariège. On peut financer aussi des isolations entre des postes de travail ou des espaces de travail contigus. Donc là, 2 niveaux. Premier niveau, la mise en œuvre d'écrans absorbants mobiles ou fixes. Alors, il faut un minimum un gain de 3 décibels. Alors, généralement, pour l'atteindre, c'est la photo de gauche en bas, il faut qu'il y ait le traitement du plafond aussi, parce que sinon, le gain de 3 décibels ne sera pas possible. Techniquement, pas. Donc là, on finance à hauteur de 30% avec, on peut aller jusqu'à 25 000 €. Et si, par exemple, on est dans la mise en œuvre de cloisons séparatives avec un isolement brut normalisé de plus de 25 décibels, là, on va jusqu'à 40% avec un montant financé de 25 000 €. Pareil, il faut un rapport de mesure d'isolement après la réalisation des travaux. Donc, soit qui peut être fait par le fournisseur, un bureau d'études, ou qu'on peut éventuellement réaliser nous-mêmes. Voilà.
Et enfin, pour terminer, sur les prestations d'aménagement locaux, le financement du traitement acoustique des parois d'un local, alors que ce soit les murs ou le plafond, hein, on peut financer à hauteur de 50% avec un montant maximum de 25 000 €. Là, par contre, on va aller vérifier la conformité à un arrêté du 30 août 1990, notamment sur la valeur de ce qu'on appelle la décroissance linéaire ou alors le temps de réverbération pour les petits locaux. Donc là, vous avez par exemple l'exemple d'une maison de retraite où on avait financé l'insonorisation le traitement acoustique dans une salle de vie. Donc voilà pour les prestations. Et enfin, pour terminer, en complément de l'une des mesures que je viens de vous présenter, et seulement dans ce cas-là, on peut financer pour les entreprises des protecteurs individuels contre le bruit. Alors, si l'entreprise a moins de 20 salariés, on va jusqu'à hauteur de 70% avec un montant maximum de 3 000 €. Si l'entreprise a entre 20 et 49 salariés, on s'arrête à 50% avec un montant de 5 000 € maximum. Ça s'accompagne forcément d'une formation en complément de la formation à l'utilisation des bouchons moulés, une formation dont on a défini le programme dans le dispositif, qui est prévu sur 2 heures environ, auquel certains services de santé au travail ont participé. Hein, ça peut être des représentants de chez vous qui ont fait cette formation, si le fournisseur ne l'a pas prévu. Donc là, le message à passer, c'est que le fournisseur, alors il y a notamment Cotral, mais il y en a d'autres, on peut lui demander d'intégrer ces 2 heures de formation en plus dans son devis. Nous, on les paiera, il n'y a pas de souci. Voilà, donc voilà l'ensemble des prestations et des matériels que l'on finance dans cette aide Sinance Plus, alors qui n'est valable que sur la région Midi-Pyrénées, bien sûr. Alors, il y a aussi nos collègues de Limoges qui ont une subvention régionale, mais après, dans les autres caisses, vous ne les retrouvez pas. Donc, voilà les subventions qu'on voulait vous présenter ce matin. Et donc, maintenant, on va faire la place aux questions si vous en avez. Alors, je ne sais pas si on en avait dans le chat. Donc, je vois que Bruno en avait 2, donc je vais lui passer la main. Et sinon, ensuite, vous pourrez lever la main et alternativement, quand on aura répondu à toutes celles qui étaient dans le chat, on pourra y répondre. Alors, on vous rappelle que tous les dispositifs qu'on vous a présentés là, plus tous les autres qu'on ne vous a pas présentés, vous pouvez les retrouver soit sur notre site internet, rubrique entreprise et les incitations financières, soit sur le site Amélie. Voilà. Et d'autre part, les entreprises y ont accès au travers de leur compte employeur. Donc, je passe la parole à Bruno Vinci qui va répondre aux 2 premières questions qui sont arrivées et qui concernaient les subventions qu'il vous a présentées. Bien, rebonjour. Vous avez posé quelques questions sur le chat. Normalement, vous y avez tous accès. Malheureusement, avec ce dispositif, vous ne pouvez pas parler. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, il faut les poser sur le chat. Les questions particulières qui concernaient une subvention précise, on a répondu au fil de l'eau. Là, moi, je vais reprendre la parole pour répondre à 2 questions qui sont plus d'ordre général. Il y a une question qui me semble importante, qui est le cumul de ces subventions prévention TPE entre elles et avec les autres dispositifs. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des règles de cumul ou plutôt de non-cumul avec, par exemple, le contrat de prévention ou l'injonction. La question qui a été posée, c'est avec le contrat de prévention, mais je vous expliquerai aussi avec l'injonction. Le contrat de prévention, ça concerne les entreprises jusqu'à 200 salariés. C'est une démarche qu'on pourrait qualifier de prévention globale dans une entreprise. C'est vraiment du sur-mesure sur l'ensemble des risques, basé sur l'évaluation des risques. Logiquement, lorsque une entreprise fait un contrat de prévention, elle reçoit l'intervention d'un de nos contrôleurs de sécurité ou ingénieurs qui voit avec elle, en se basant sur son document unique, quels sont ses risques principaux et qui lui propose, on va dire, un plan d'action sur mesure. Donc, on regarde l'entreprise dans sa globalité et tous ses risques. Donc, logiquement, lorsqu'on regarde l'entreprise dans sa globalité et tous ses risques, on devrait également régler les TMS s'il y a des TMS, le risque chimique s'il y a des risques chimiques. Donc, tout devrait être inclus dans ce fameux contrat de prévention. D'où cette règle de non-cumul avec la subvention prévention TPE. Logiquement, quand on est venu dans une entreprise et qu'on a regardé l'ensemble des risques, en se basant sur le document unique, on aurait dû tout voir. Donc, d'où cette règle de non-cumul avec le contrat, la subvention prévention TPE. La subvention prévention TPE, vous l'avez vu, elle concerne des risques ponctuels. Par exemple, ce n'est pas parce que vous allez acheter
un matériel avec Risque Chimique Pro pour le captage des fumées diesel que vous allez régler tous les problèmes prioritaires dans votre entreprise autre. Donc, d'où cette possibilité de cumuler plusieurs SPTPE et éventuellement, après une SPTPE, de se dire, tiens, maintenant que j'ai fait ça sur ce risque, je me dis qu'il faudrait que je regarde mon entreprise dans sa globalité, donc pourquoi pas un contrat de prévention. Donc, SPTPE d'abord, contrat de prévention après, oui, parce que c'est un cheminement. Contrat de prévention avant, pas SPTPE avant 2 ans, parce que logiquement, le contrat de prévention aurait dû balayer l'ensemble des risques. Donc là, la question particulière, c'était, je fais un contrat de prévention sur la manutention. Est-ce que je peux demander une subvention sur le risque chimique? Je crois que c'était ça la question. Non. Dans le cadre de la demande de contrat de prévention, on traite les troubles musculo-squelettiques et le risque chimique. Donc ça, c'est la réponse. Il y avait une deuxième question. Alors, pourquoi non cumul avec les injonctions? Les injonctions, j'en profite aussi, c'est nous qui incitons, on va dire, avec un peu de coercition. Donc, on ne donne pas d'argent à quelqu'un qu'on a été obligé de forcer un petit peu. C'est logique. Par contre, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, on peut derrière, bien entendu, mettre en place une subvention prévention TPE. Là, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas aider avec de l'argent quelqu'un qui, à la base, mettait la mauvaise volonté avec un risque qui était relativement, ce qu'on appelle exceptionnel dans son entreprise. Voilà. La deuxième question, elle concernait les minima. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un minimum de 1 000 €. Donc, il y a une incompréhension parce que la personne qui a posé la question a compris que c'était 1 000 € minimum d'investissement. Non, c'est 1 000 € minimum de subvention. Donc, l'investissement, il doit être, suivant le montant de la subvention, de 2 000 € par exemple, si c'est 50% ou un peu moins. Et donc, la question, c'était est-ce qu'il y a un minimum par unité? C'est-à-dire, est-ce que dans ma demande de subvention, par exemple, le risque chimique pro, je peux acheter un truc qui coûte 10 000 et un truc à côté qui coûte 500? Oui. Là, il n'y a pas de minimum individuel et par unité, c'est bien le minimum de la demande de subvention globale. Donc voilà, c'était les 2 questions qui concernaient vraiment la généralité. Regardez, je me tourne vers mes camarades, voir s'il y a d'autres questions. Non, si. Ah, alors a priori, Nadine me dit qu'à titre très exceptionnel, elle vous autorise à parler, mais si vous dites pas trop de bêtises. Donc si vous avez, on peut prendre une ou deux, il n'y a que moi qui ai le droit de dire des bêtises. Si on peut prendre une ou deux, comment dire, une ou deux questions à l'oral, levez la main, on activera votre micro. Il n'y a pas? Il n'y a pas. On a été très clair. Juste une précision, on ne vous a présenté ici qu'une petite partie des subventions, les nationales et la régionale. La régionale, je crois que Michel vous l'a dit, elle se termine à la fin de cette année, au 31 octobre. Les nationales, elles sont ouvertes, mais elles pourraient éventuellement être reconduites. Par contre, les nationales, si vous regardez sur Amélie, il y a une date de début, il n'y a pas de date de fin. Elles peuvent éventuellement évoluer. On essaye de s'améliorer quand on peut et quand on s'est rendu compte qu'on peut améliorer le système. Donc, elles n'ont valeur qu'à la date d'aujourd'hui, depuis le 1er janvier. Vous pouvez nous contacter pour toutes des questions, bien entendu. L'adresse, c'est prévention@carsat-mp.fr. Il y a toujours quelqu'un derrière cette adresse mail. Hein. Ce n'est pas ChatGPT, c'est un être humain. Et vous aurez une réponse puisque ça nous sera transmis. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être nos coordonnées ou les miennes. N'hésitez pas à nous poser également les questions si vous avez des questions précises. Et donc, l'ensemble des subventions se retrouve sur le site qui s'appelle amélie.fr. Vous avez celle qu'on vous a présentée plus toutes les autres. Un autre petit détail, vous le savez, c'est un peu le serpent de mer. Les budgets ne sont pas illimités, donc il y a toujours un moment où il n'y a plus d'argent. Là, pour le moment, il y a de l'argent. N'hésitez pas éventuellement à faire les demandes. Ah, il y a une question particulière sur les IPRP. Ah, ça concerne TMS Pro. Donc, les IPRP peuvent monter des dossiers avec une formation. Pouvez-vous préciser? Alors, j'imagine, si ce n'est pas ça, écrivez-le dans le chat. J'imagine que vous parlez de l'IPRP qui peut faire le diagnostic, c'est bien ça,
faire le diagnostic dans TMS Action, dans TMS Action. Donc oui, un IPRP peut faire un diagnostic dans TMS Action. On va juste s'assurer qu'il a quelques compétences en ergonomie. On ne va pas forcément demander qu'il soit ergonome, hein, on est bien d'accord. On ne demande pas forcément qu'il soit ergonome, sauf, ça peut arriver, c'est précisé comme ça, si le service de prévention et de santé au travail facture la prestation. Si c'est une prestation qui est incluse dans la cotisation, on va juste s'assurer qu'il est IPRP, mais on ne va pas nous s'assurer, on va vous croire sur parole, mais il faut quand même qu'il y ait une compétence, on va dire, une compétence en ergonomie. Par contre, si la prestation est facturée, on va s'assurer que là, pour le coup, il y a un diplôme en ergonomie, donc il faut vraiment que ce soit un ergonome. Voilà. Mais sinon, on prend tous les jours, enfin moi, je prends tous les jours, et je pense que mon collègue Ronan également, des qui sont faits par des IPRP, services de santé au travail. Par contre, oui, pardon, on parle de services de santé au travail. Si on parle d'IPRP, j'ai peut-être mal lu le truc, indépendant, là, l'IPRP indépendant, on va s'assurer, on va lui demander son CV et son diplôme pour s'assurer que là, il a une compétence et éventuellement une compétence formalisée par un diplôme. On traite de façon différente l'IPRP suivant qu'il soit rattaché à un service de prévention et de santé au travail ou qu'il soit indépendant. S'il est rattaché à un service de prévention de santé au travail, IPRP, ça suffit, sauf si on facture. S'il est indépendant, par définition, il facture, on va lui demander d'être ergonome. J'espère que ça a répondu à la question. Il ressemblait en tout cas. Voilà. Merci à vous tous. On a tenu les délais. Merci d'avoir été si nombreux. Ce webinaire a été enregistré et sera mis en ligne sur notre site dans quelques heures ou quelques jours. N'hésitez pas à nous recontacter pour plus de précisions. On est bien sûr, quoi qu'il arrive, toujours à votre disposition. Cette adresse mail, je vous rappelle, et puis pour ceux qui ont nos numéros de téléphone, vous pouvez appeler, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit parce que c'est bientôt l'heure, et en souhaitant que vous